– 8h16. Bonjour Brice Couturier. Bonjour Marc Vinchet. C'est à vous. Eh bien, c'est évidemment à s'adresser à Monsieur Alliot, qui est à ma droite. Cela va faire 40 ans que la science politique se casse les dents sur cet objet politique difficilement identifiable, le Front National. Pour certains théoriciens, pas de doute, le FN serait simplement la dernière incarnation en date de la vieille extrême droite française. Et historiquement, il ne peut le nier, il en vient. Dans son héritage via Ordre Nouveau et divers groupuscules nationalistes ou nationaux, il a fédéré d'anciens militants de l'OAS avec d'ex-collaborateurs, des poujadistes et des tixiéristes. Mais la force de son fondateur aura consisté à faire coexister par ses ambiguïtés des militants venus de tous les bords et que tout opposait. Chrétiens intégristes et néo-païens, traditionalistes et nationalistes révolutionnaires, nouvelle droite obsessionnellement anti-américaine et admirateur de Ronald Reagan. Pour d'autres, on avait affaire à un mouvement national-populiste qui aurait endossé la fonction tribunicienne autrefois exercée par le PCF, un parti anti-système, prospérant de la dénonciation des partis de gouvernement et plus généralement des élites. Vous voyez que j'écarte l'analyse en termes de fascisme qui a eu tant de succès dans nos lycées et collèges entre les deux tours de la présidentielle de 2002. Je l'écarte car le FN n'a jamais prôné ni le parti unique, ni la conquête du pouvoir par le coup d'État, ni le corporatisme ou l'économie dirigée qui sont au cœur du fascisme. Je passe aussi sur les subtils distinguos proposés par Taguieff entre populisme protestataire et populisme identitaire de peur de lasser l'auditeur, pour en venir à ce FN New Look, celui que porte désormais l'héritière de la maison et dont vous passez Louis Alliot pour le créateur. Alors, à quoi ressemble-t-il ce FN New Look ? Eh bien, je dirais qu'il me semble en voie de dénationalisation. Paradoxal, non, pour un parti national, car en réalité, le FN est en train de s'aligner sur les populismes patrimoniaux qui agitent en ce moment toute l'Europe, du Nord surtout, mais aussi au Sud, de l'Est en Ouest. Et cette fois, j'emprunte ces analyses au politologue Dominique Régnier. Oui, je conseille vivement ce bouquin Populisme, la pente fatale, qui est paru chez Plomb il y a quelques mois, de Dominique Régnier donc. Par populisme patrimonial, Régnier désigne un courant politique hanté à la fois par la chute du niveau de vie, attribué à la ponction sur l'État-providence de familles immigrées plus prolifiques en moyenne, c'est vrai, que celles des autochtones, et par le sentiment d'une menace diffuse sur son style de vie. Patrimoine immatériel dont ferait partie la manière européenne de vivre entre hommes et femmes dans l'espace public et privé, les libertés de critique, en particulier dans le domaine religieux, les droits récemment acquis par les homosexuels, pour faire bref la laïcisation de l'espace public. Ces mouvements, eh bien, ils ont été initiés par Pim Fortuyn aux Pays-Bas et ils ont essaimé depuis dans toute l'Europe. Ils n'ont plus grand-chose à voir, c'est vrai, avec la vieille extrême droite nationaliste. Ils s'adressent prioritairement aux victimes de la crise, ouvriers et employés menacés par le chômage ou qui ont déjà basculé, exaspérés par le discours sur la mobilité, l'innovation, l'adaptation que leur tiennent les élites. Ces mouvements capitalisent aussi sur la rancune éprouvée par nombre d'habitants dans nos vieux pays face à la réalité d'une société multiculturelle que les élites sociales ont laissé s'installer sans rien faire, ni pour favoriser l'intégration des nouveaux venus, ni pour préparer les populations autochtones à une inéluctable remise en cause de certains aspects de leur mode de vie. Des phénomènes de société comme le succès en Allemagne du livre de Thilo Sarrazin vendu à plus d'1 million d'exemplaires ou le référendum suisse sur l'interdiction des minarets montrent qu'il existe, c'est vrai, un fort courant de rancœur et d'inquiétude aisément exploitable sur le plan politique. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'entre le vieux menhir Jean-Marie Le Pen et le sociologue gai et branché qu'était Pim Fortuyn, il y a comme un fossé culturel. Alors je me demande comment cette mutation est vécue de l'intérieur du FN, bref, comment prend la greffe. Louis Alliot. Oh, il y aurait beaucoup de choses à dire sur votre analyse. On a toujours contesté le fait d'être un mouvement d'extrême droite. Même vous en venez, hein, ça c'est Non, ce n'est pas vrai. Indéniable. Parce que vous avez cité beaucoup de personnes, notamment, j'ai entendu collaborateurs. Vous n'avez pas cité les résistants. Vous n'avez pas cité Georges Bidault, le successeur de Jean Moulin. Il était de l'OAS quand même un petit peu, non ? J'ai parlé des anciens de l'OAS. Ne mélangez pas tout. J'ai dit des anciens de l'OAS et des anciens collaborateurs, je cite les deux, oui. Non, mais je vous signale, justement, la preuve est là, entre Bidault, Soustelle, etc., que le mouvement qui a défendu l'Algérie française ne venait pas spécifiquement de l'extrême droite. Alors, il ne faut pas juger par amalgame. Voilà. Enfin, l'OAS n'était pas d'extrême droite pour vous ? Le Front National est un mouvement
qui a été créé en 72, sur une idée de rassemblement. C'est-à-dire, arrêtons de parler des blessures du passé et œuvrons pour construire un avenir meilleur. Voilà l'idée, d'ailleurs, qui m'a, moi, séduite dès l'origine, quand j'ai adhéré au Front National, et voilà ce qu'a créé Jean-Marie Le Pen. Une idée de rassemblement d'un parti un peu du peuple français, au-dessus des partis de rassemblement national, un peu ce qu'avait fait, il faut bien le dire en son temps, le général de Gaulle avec le RPF. Bon, passons sur le passé. Venons-en au présent parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Comment vous êtes en train de relooker, comme on dit, le Front National, et il me semble que vous êtes mis en fait à l'écoute des mouvements populistes d'Europe du Nord et en particulier Pim Fortuyn, parce que tout a commencé là. Et depuis, il y a eu le mouvement le Parti du peuple danois, etc. En quoi vous êtes encore français? Je veux dire, vous êtes aligné sur le populisme nordique en réalité. Est-ce que vous pouvez me dire la date? Louis Alliot. Le niveau électoral de Pim Fortuyn, c'est en quelle année qu'a émergé M. Pim Fortuyn? C'était en 98, si j'ai bonne mémoire. Ah oui, d'accord. Jean-Marie Le Pen, c'est en 84. Non, mais vous relookez le Front National sur ce modèle-là. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. Il y a eu un groupe parlementaire en 86 de 36 députés. Jean-Marie Le Pen a réalisé 14,5, 15, puis a été au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et Pim Fortuyn n'est pas un exemple pour le Front National, même celui d'aujourd'hui. Voilà. Qu'il soit un mouvement populisme, ça ne fait aucun doute, parce que nous n'avons pas peur du peuple, nous lui faisons confiance. Qu'il y ait aujourd'hui des problèmes qui se posent d'une manière évidente à la société française, et notamment des problèmes religieux, puisque vous avez parlé de l'islam radical, ça paraît une évidence. Que le Front National ait dû, en quelque sorte, adapter son discours à la réalité du terrain, parce qu'il y a un appauvrissement de la société française. Cet appauvrissement, c'est l'échec de la gauche. Moi, je me souviens, puisque mes grands-parents étaient socialistes, ils pensaient arriver à sortir de l'ombre pour arriver à la lumière avec le Parti socialiste. Ça a été la désillusion totale, ça a été la désindustrialisation, ça a été la rupture, la trahison des ouvriers, des employés, le chômage. Et c'est à partir de là, évidemment, que le système, on va dire, économique et que l'adaptation du Front National s'est réalisée. On peut dire que le tournant social du Front National s'est réalisé dans les années 90, au fur et à mesure que l'Europe que nous dénoncions, justement, produisait les effets néfastes que nous connaissons de délocalisation et de chômage. Mais pour que ce nouveau Front National, tout de même, tel qu'on en parle aujourd'hui, existe, il a fallu l'emploi au sein de votre parti, organiser tout de même des sortes de purges, de nettoyage. Plusieurs dizaines de militants ont été exclus cet été du parti, Yvan Benedetti, Olivier Vissat, Jean-Louis Lachesserie, Alexandre Gabriac, tous les proches de Bruno Gollnisch d'ailleurs, qui eux parlent de purge, je sais pas, je cite. Quand il y a des militants qui somment dans la caricature ou la provocation, vous ne pouvez pas le tolérer. Mais vous le tolériez pas mal avant. C'est pour ça que je parle d'un tournant. C'est pas tout à fait exact. Il y avait un antisémitisme, par exemple, au Front National, que vous êtes en train d'essayer d'expurger, mais il a existé bel et bien, monsieur, au plus haut niveau. Vous avez connu quelques querelles avec Jean-Marie Le Pen sur l'affaire du détail. Il y avait une suspicion d'antisémitisme, mais il n'y avait pas d'antisémitisme, pour une raison d'ailleurs qui est évidente. D'abord, il y a toujours eu des Français juifs qui votaient Front National, qui étaient des cadres du Front National, et ils font tout à fait partie de la société française. Et deux, évidemment, le parti aurait été interdit par les lois, ce qu'il n'a pas été. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Qu'il y a eu des éléments turbulents sur ces questions, aucun, en tout cas, à la direction du Front. Le Pen, c'était pas Jean-Marie Le Pen a été condamné en 86 pour antisémitisme insidieux. Attendez. En 86. C'est quel article du Code pénal, l'antisémitisme insidieux? C'est pas vrai, il a été condamné au tribunal d'Aubervilliers. Il a été condamné au civil, monsieur. Il y a eu une condamnation au civil en 86. Mais pas pour antisémitisme. Pas du tout. Voilà. Aujourd'hui, vous en pensez quoi de cette phrase sur le détail? Je voudrais quand même également. rappeler... Non, mais chaque fois, ça revient, vous comprenez, comme un... Non, mais motif, plus personne n'en parle. C'est pas que ça revient, c'est qu'on sait que vous-même, vous avez eu, je crois, des discussions dites musclées avec justement Jean-Marie Le Pen sur cette question-là. Moi, je faisais bien en référence à votre famille, à vous d'ailleurs. Nous n'avons pas par rapport à ma famille du tout, laissez-moi vous dire, moi je suis pour une totale liberté d'expression. Ça, il faut quand même que oui, mais je crois que vous n'avez pas toujours été d'accord avec Jean-Marie Le Pen. Attendez, je rappelle ce que je veux dire. Aucun membre dirigeant du Front n'a été décoré de la plus haute distinction du régime de Vichy. Est-ce que c'est d'accord, ça? Voilà. Non, mais d'accord. Donc, on fait un procès, à Jean-Marie Le Pen pour un mot. Lui n'a pas mis les mains dans le cambouis, il était résistant, je vous le signale, j'ai le papier pour vous le confirmer. Son père est mort pendant la Seconde Guerre mondiale, il est pupille de la nation, alors qu'on a toléré, on a collaboré avec un président de la République qui, lui, avait les mains dans le cambouis dans la période de Vichy, et là, tout le monde s'est tu et personne n'a osé parler. Je trouve ça scandaleux, mesquin,
Et on a poursuivi un homme pour un mot, alors qu'il n'avait aucune responsabilité dans les affaires du pouvoir. Enfin, vous êtes quand même engueulé avec lui à l'occasion de ce mot-là. Les engueulades, ça fait partie de la vie. Et heureusement que ça permet existe. Raphaël Enthoven et Hubert. Je vous écoute depuis tout à l'heure, Louis Alliot, et il me semble, je crois, voir trois contradiction dans ce que vous dites, et je voudrais avoir votre sentiment là-dessus. Vous avez dénoncé dans le propos de Brice Couturier les amalgames qu'il faisait, et ensuite vous avez parlé de rassemblement. Si vous rassemblez des gens aux tendances contradictoires, il est normal qu'on les énumère, et que par conséquent on fasse non pas un amalgame, mais qu'on les énumère successivement. Non, mais il avait parlé de l'OS comme il avait parlé des collaborateurs. Les résistants. Il avait parlé de l'OS comme il avait parlé des collaborateurs. Vous avez rassemblé les deux. Le fait est qu'il n'y a pas d'amalgame à partir du moment où vous faites du rassemblement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous faites une utilisation à géométrie variable du concept de souveraineté. Quand on parle de la Chine, une dictature communiste, vous évoquez le Tibet. Et je dois dire que, pour une fois, je suis d'accord avec vous. Vous évoquez le Tibet. Quand on parle de la Hongrie, la constitution liberticide, nationaliste, populiste, eugéniste, plus que vous, manifestement, oui, puisque vous entendre tout à l'heure. Alors, quand on parle de la constitution liberticide, nationaliste, populiste et eugéniste de la Hongrie, vous renvoyez à ce moment-là tout le monde à l'idée de souveraineté nationale. Donc la souveraineté est à géométrie variable. La Chine, on dénonce le Tibet, mais la Hongrie, en revanche, ah non, c'est un pays souverain. Troisième point, vous avez parlé... Tibet, la Hongrie. Je finis là-dessus. C'est vous qui faites des amalgames. Aucun douteux. amalgame. Je distingue juste le discours que vous... Non, je distingue le discours que vous tenez sur la Chine. Vous tenez un discours sur la Chine. Le Tibet et la Chine avec la Hongrie, laissez-moi vous dire, c'est du n'importe quoi. Mais je ne compare pas les deux. Je distingue la façon dont vous répondez sur la Chine et sur la Hongrie. Vous avez répondu sur la Chine en dénonçant la façon dont le Tibet était traité. Vous avez répondu sur la Hongrie en parlant de souveraineté nationale. Est-ce que la Hongrie oppresse quelqu'un aujourd'hui, cher monsieur? Non, je vous parle de deux discours que vous tenez sur deux endroits différents, deux lieux différents. Oui, deux lieux différents. Oui, et ces discours ne sont pas les mêmes. Dans un cas, la souveraineté est invoquée, dans l'autre, elle ne l'est pas. Dans le domaine économique et dans le politique. Et je vais finir. Troisièmement, vous avez parlé du Front National comme d'un parti jeune. Je voudrais avoir votre sentiment quand même sur la valeur quasi antique de la méthode de transmission de relais d'un père à sa fille. Alors, bien sûr, vous allez me dire, elle a été élue par les militants. Elle a été élue par les militants. Vous savez mieux que moi à quel point, évidemment, dans ces cas-là, la cooptation prend l'alibi d'une élection par les militants. Imagine-t-on Claude Chirac, président de l'UMP, Mitterrand Junior, premier secrétaire du Parti Socialiste. Vous seriez le premier à le dénoncer. Et je dois dire que là aussi, je serais d'accord avec vous. Seulement, vous ne le faites pas. En Corée du Nord, par exemple. Voilà. C'est le seul équivalent, c'est la Corée du Nord. Là, vous êtes dans la caricature. Alors, dites amalgame, n'importe quoi, voilà. Tibet, Hongrie. Vous êtes dans le n'importe quoi. Raphaël, on va laisser répondre Louis Alliot. Parce que sur l'histoire, d'abord, Marine Le Pen s'est imposée par son talent, cher monsieur. Oui, parfaitement. Et elle a été élue directement par les adhérents. Et la meilleure preuve qu'elle a été élue par son talent, c'est que depuis qu'elle est présidente du Front, on a doublé le nombre d'adhérents. Si elle n'avait eu aucun intérêt, aucun talent, aucune conviction, il n'y aurait pas eu un soutien quand même manifestement populaire sur sa candidature et sur sa manière de faire, d'être et de faire de la politique. Donc c'est vous qui êtes dans la caricature et c'est... Je suis pas dans la caricature, je pense que c'est donc j'ai bien compris que les enfants d'eux n'auraient pas le droit d'avoir de talent particulier. Il n'y a qu'à voir... Regardez le fils Sarkozy, attendez. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs les enfants d'eux qui peuplent les studios de télévision ou de radio, ou les chanteurs, ou les gens de spectacle, les acteurs, etc., pour savoir que ça fait partie de la vie. Voilà. Il n'y a pas eu une aide substantielle de Jean-Marie Le Pen à sa fille. Sa fille s'est débrouillée toute seule par rapport à ce qu'elle savait faire, à ce qu'elle proposait, et les adhérents ont décidé. C'est pas l'avis des partisans de Bruno Gollnisch, mais ça c'est une autre affaire. Mais je suis bien heureux de voir que vous défendez des gens qui passent leur temps à me traiter de juif à moi, à traiter Marine de vendue aux juifs, etc. Je ne défends personne, c'est ce que vous venez de dire. Vous faites partie des gens comme Mme Fourest qui donnent la parole, par exemple, à un journal comme Rivarol, comme si c'était une autorité morale, alors que ce journal passe son temps à nous insulter. Mais c'est bien, ça vous prouvez au moins que par solidarité journalistique, vous êtes de... Aucun amalgame là-dedans. La Hongrie et la Chine. Je vois pas de quoi vous parlez, moi, la Hongrie et la Chine. La Chine, vous parlez du Tibet. La Chine, vous parlez du Tibet. Vous dites la dictature à parti unique, et j'ai dit que je ne porte pas de jugement de valeur, qu'il y avait un principe de réalité qui s'appliquait. Elle est un régime oppresseur. Jusqu'à présent, cher monsieur, la Hongrie est un régime démocratique qui vient de changer de constitution, puisque c'est au 1er janvier. Est-ce que la Chine est un État souverain ?
Mais bien sûr que c'est un État souverain. Dans ces conditions, pourquoi parlez-vous du Tibet? Pourquoi jugez-vous la politique chinoise sur le Il y a un Tibet? contentieux sur le Tibet. Parce que le Tibet, ils ont annexé le Tibet. Ça, c'est autre chose. Ah bon? Eh oui, quand même. Vous voyez que vous faites un amalgame. Est-ce que la Hongrie a annexé les régions voisines? Non. Non, En tout cas, pour pas l'instant, encore. non. Bon. Elle a changé de constitution. Le peuple a décidé. Moi, si j'avais été le dirigeant hongrois, j'aurais soumis la constitution au référendum. Au moins, les choses auraient été très claires. On verra, l'avenir nous dira si la Hongrie avait raison ou pas. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est l'état de la démocratie en France. Et laissez-moi vous le dire qu'elle n'est pas plus brillante aujourd'hui qu'elle ne l'est dans d'autres pays. On verra en tout cas aussi, hier, dans la suite de l'actualité, nous y consacrerons les matins de demain, je le précise, sur la Hongrie, suite aussi donc aux manifestations qui ont vu entre 70 et 100 000 personnes, 70 000 et 100 000 personnes dans la rue hier. 8h30, les matins de France Culture, l'hebdo politique avec la rédaction Hubert Huertas. Oui, mais je voulais enchaîner sur la même question, parce que, bien entendu, que ce n'est pas une question hautement politique, on ne parle pas d'idéologie, mais sur votre organisation. Et c'est la même question, on va la poser sous une autre forme. Est-ce que vous admettez qu'un parti politique qui a une exclusivité, il y avait un chef, son successeur c'est sa fille, et le numéro 2 c'est le compagnon de la fille. Non, ne commencez pas à dire n'importe quoi. Ça fait un peu PME quand même. J'étais secrétaire général du Front et je n'étais pas avec sa fille. Alors arrêtez quand même de raconter n'importe quoi. Bah non, c'est la vérité. Attendez, alors je le suis mais je devenu. n'ai pas fini ma question. Non, mais d'accord, je n'ai pas fini. Non, mais on je voit voulais très vous bien, demander que ce schéma que donc j'ai caricaturé, si je vous entends, est-ce que vous admettez qu'on puisse se poser des questions là-dessus, parce qu'on l'a sous les yeux et que de fait il y a une PME familiale. Voilà. Louis Alliot. Une PME familiale. Est-ce que parce qu'elle est là. Mais est-ce que vous comprenez que les gens se posent cette question, par exemple, et que ce faisant, nous faisons les interprètes de ceux qui légitimement se posent cette question? Le fait qu'ils se posent cette question ne les disqualifie pas. J'étais sur le terrain cette semaine. Même si elle est mauvaise, même si c'est une mauvaise question. J'étais sur le terrain cette semaine à Perpignan, personne ne m'a posé cette question. Ils m'ont parlé de Sarkozy, du chômage, de la précarité, mais nous, on vous des la pose, périls là. qui pèsent. La réponse vous intéresse. Nous, on vous la pose, je vous assure que d'autres se la posent. Non, mais vous me la posez, mais elle ne se pose pas cette question. Mais si elle se pose, puisqu'on vous la pose. Attendez. Non. Moi, j'ai été élu premier au comité central du parti, c'est-à-dire que les militants m'ont élu le premier de ce classement, etc. J'avais une légitimité pour être ce que je suis, mais je vous rassure, quand Marine Le Pen sera élue présidente de la République, je ne serai pas son Premier ministre et je ne jouerai pas de rôle dans l'appareil d'État. Ni la Première Dame de France. Bon, mais le fait est que tout le monde se pose cette question. Bon, non, vous posez autour de la table. Tout le monde autour de la table se pose allez, cette question. enchaînons. Bon, allez, on va enchaîner. On a posé la question, même si elle n'était pas bonne. Claude Guéant a dressé le bilan. Voilà. Je vous ai coupé la parole? Non, pardon, je disais juste que la question, on n'a pas eu la réponse. C'était quoi la réponse? Il fallait dire quoi? Je sais pas, je te pensais à vous qu'on Il fallait que j'abonde dans votre sens en disant que vous avez la vérité révélée, que vous avez raison, et que donc, parce que Marine Le Pen était présidente du Front, j'aurais dû m'écarter, et je vous demanderai d'ailleurs à tous de fournir les états de service de vos enfants ou de vos parents, on ne sait pas, pour qu'ils quittent tout de suite les places dans lesquelles ils sont. Moi, je n'aurais aucun problème, mon père était gendarme. Oui, moi non plus. Et je l'embrasse. Vous, oui, mais d'autres, voilà. moins. Et j'embrasse ma mère aussi, elle doit m'écouter. Bon, moi aussi, je la salue. Donc, Claude Guéant a dressé le bilan de la loi sur le voile intégral. Quelques centaines de contrôles, a-t-il dit, une petite dizaine de PV, même un peu moins. Et il a la sensation qu'il y a plutôt moins de voile intégral en France. Il dit également qu'il ne veut pas d'empoignade au sujet de l'islam. Que dites-vous de cette... D'abord de ces statistiques, ensuite de cette façon d'aborder le problème. À l'occasion de la présidentielle qui oui, bien cette loi était une loi de circonstance qui était destinée, on voit bien, à flatter un certain nombre de choses. Il a fait cette loi et on savait très bien qu'il y avait des problèmes entre guillemets de burqa en France, mais qu'elle n'était pas ni majoritaire ni totale. Il voulait flatter quoi? Votre électorat supposé? Une partie d'un électorat qui est très sensible sur cette question et aujourd'hui il récidive, sauf qu'il a vu que peut-être il est allé un peu trop loin. Alors il essaye maintenant de flatter à 4 mois des élections un autre électorat qui devient de plus en plus puissant et qui est l'électorat des musulmans en France. Ce qui d'ailleurs, dans la conception républicaine, moi, me hérisse le poil, voilà, parce que je n'ai pas de conception communautaire du vote. Il y a des Français de toute confession. Ces gens-là ont des convictions, vivent les mêmes choses que nous et votent en fonction de ce qu'ils vivent. Et ça, j'ai l'impression que M. Guéant a joué un peu sur le communautarisme, un peu d'ailleurs à l'anglo-saxonne, comme son président de la République. Vous êtes sûr que vous n'avez jamais joué au communautarisme? Vous avez un type d'électorat aussi. Dans le sud-est de la France, on appelle ça l'électorat pied noir. Je les salue, j'en suis un. Vous oubliez quelqu'un avec les pieds noirs, M. Huertas. Vous avez fortement joué sur cet électorat. Vous oubliez une autre partie avec les pieds noirs, M. Huertas.
Et d'ailleurs, je suis stupéfait que personne n'en parle. Aujourd'hui, on a fêté un génocide, enfin, on a commémoré un génocide, le génocide des Arméniens. Personne n'a commémoré le génocide des Harkis, français musulmans. Et là, vous voyez bien que le Front National a été le seul parti à les défendre. Français par le sang versé, par le sang risqué. Personne ne s'occupe de ces gens-là. On les a mis dans des camps, ils ont crevé la bouche ouverte, et aujourd'hui, on les laisse encore dans la misère, en quelque sorte, et on donne la parole à leurs bourreaux. Oui. Et ça me paraît être quelque chose, évidemment, de très scandaleux au sein de la République. Vous avez raison, mais je vous interrogeais pas sur les harkis, sur le mais communautarisme. Je vous disais que vous aussi, vous faisiez votre... moment où les gens respectent les lois de la République et la Constitution, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, nous avons affaire à des gens aujourd'hui qui proviennent de ce qu'on appelle l'islam radical, qui pensent que leur loi religieuse est au-dessus de notre Constitution. Et je dis que pour ces gens-là, il n'y a pas de place pour eux au sein de la République. Alors comment, justement, avez-vous redéfini et retoiletté le concept de préférence nationale en priorité nationale ? De toute façon, non, parce que le concept de préférence nationale a été diabolisé à un point que les gens entendaient préférence raciale. Parce que c'est le concept le plus communautariste qui soit, puisqu'il s'agissait de parler des Français de souche à l'époque. Je me souviens que la Révolution française a établi quelque chose qui s'appelle la nationalité, la citoyenneté. Vous êtes citoyen quand vous avez la nationalité française, ça vous donne un certain nombre de droits. Ça me paraît tout à fait normal. Il n'y avait aucun tropisme communautariste dans le concept de préférence nationale, tel que Jean-Marie Le Pen, tel que Jean-Marie Le Pen. La République française est attachée à la citoyenneté, c'est-à-dire au fait d'être français, des droits qui sont autres que ceux qui ne sont pas français. C'est ça la priorité nationale, c'est rien d'autre que cela. Alors, on recevait le mois dernier votre compagne Marine Le Pen, Marine Le Pen, et elle nous a dit une chose qui nous a pas mal bouleversé, parce qu'on sait que c'est, par rapport à ce qu'on croit savoir du Front National, une grande nouveauté. Je veux le pouvoir, elle nous a dit. Et on voyait bien que Jean-Marie Le Pen, lui, ne le voulait pas. Il aimait exercer une pure fonction tribunicienne, comme je disais, prendre la place de l'ancien Parti communiste et fédérer les mécontents, les gens qui étaient hostiles au système. Il n'avait pas véritablement le désir du pouvoir. Elle l'a. Or, on va se retrouver, après le deuxième tour des législatives et des présidentielles, dans une configuration politique très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. La droite classique républicaine est partagée entre tendances diverses. Elle est, il faut le dire, sur le point d'éclater. Vous proposez un FN New Look qui est déconnecté de sa tradition, je dirais, d'extrême droite, celle que je vous disais tout à l'heure. Je vous l'accorde, c'est le boulot que vous êtes en train de faire. Vous relookez le Front National, vous en changez la nature. Quelle va être votre stratégie, vous, par rapport à cette décomposition probable de la droite à l'issue du deuxième tour des législatives? Est-ce que vous allez chercher, comme vous l'aviez fait jusqu'à présent, à utiliser votre pouvoir de nuisance pour empêcher la droite d'arriver au pouvoir sans vous? Ou est-ce que vous avez une stratégie précise pour essayer d'en récupérer des morceaux? Louis Alliot. Oui, nous nous battons pour des idées. Voilà. Si un certain nombre d'hommes politiques aujourd'hui se retrouvent dans ces idées qui sont la reconstruction de l'Europe, la réorientation de l'Europe vers une Europe des patries, la lutte et la défense de l'identité nationale et le contrôle de l'immigration, la fameuse priorité nationale, le retour aux monnaies nationales tout en maintenant une monnaie commune pour les échanges internationaux. Nous pouvons nous retrouver sur un programme commun. À ce moment-là, nous pourrons discuter. Avec l'ensemble de l'UMP ou avec certaines de ces tendances? Ah non, mais l'ensemble de l'UMP, j'allais presque dire, c'est terminé. Ils n'ont plus qu'un projet, c'est la défense de l'euro et de l'Europe d'une manière béate. Donc nous voulons autre chose, un autre projet de société. Et nous pensons que sur ce projet-là, nous pourrons agréger des femmes et des hommes qui aujourd'hui sont à l'UMP, mais pas seulement. Vous avez vu que dans la campagne de Marine Le Pen, il y a des gens de la gauche souverainiste qui sont venus nous rejoindre et nous les avons accueillis les bras ouverts et ce sont des éléments de qualité. Alors, justement, Louis Alliot, vous vous battez pour des idées donc, qui transcendent les appartenances partisanes, hein, c'est ce que vous venez de dire. Est-ce que l'idée de démondialisation fait partie de ces idées pour lesquelles vous vous battez ou des idées auxquelles vous reconnaissez, certes, une paternité qui ne vient pas de vous, puisque son promoteur est membre du Parti Socialiste jusqu'à nouvel ordre, mais en revanche, est-ce que c'est une idée dans laquelle vous vous retrouvez, ou en tout cas où se trouvent des éléments avec lesquels que vous pouvez intégrer dans votre propre discours? Quel est le statut de la démondialisation, la démondialisation, dans le discours du Front National? On la comprend dans le concept, mais à partir du moment où vous soutenez un candidat comme Hollande, c'est fini, vous trahissez ce que vous avez défendu. Restons sur les idées, s'il vous plaît, et non pas les structures partisanes. L'idée de démondialisation, que vous inspire-t-elle? Moi, ça me paraît assez réducteur. Moi, je suis pour un contrôle, une régulation des échanges, une mondialisation à visage humain, parce qu'elle est là.
et que la démondialisation, ça voudrait dire détricoter un système, rompre avec un certain nombre de pays, de continents, ce qui me paraît à l'heure des nouvelles technologies et des échanges, de l'explosion des échanges de la communication, assez utopiste. Pourtant, vous êtes pour le protectionnisme. Oui, non, mais attendez, justement. La mondialisation, c'est aussi mettre des règles, je pense, protectionnistes pour la contrôler. Parce que là, c'est la mondialisation ultralibérale, c'est la loi de la jungle, c'est l'absence de contrôle aux frontières, c'est les migrations planétaires qui mettent en péril les nations, mais aussi les économies, et qui laissent sur le bord du chemin de plus en plus de gens qui ont du mal à joindre les deux bouts. C'est cela. Mais monsieur, ça c'est une querelle de mots, puisque ce que vous désignez ici, c'est exactement le processus de Monsieur, démondialisation. nous tenons cette thématique depuis maintenant 20 ans. Monsieur Montebourg vient de s'apercevoir qu'il y avait des problèmes avec la mondialisation. C'est à lui à faire l'effort de rompre avec son parti d'origine. Ce n'est pas à nous. Nous sommes bien dans nos baskets, si je puis dire. Nous défendons un projet que nous avons toujours défendu. Hubert Huertas. Bon, supposons que Marine Le Pen ne soit pas élue présidente de la République. La meilleure affaire pour vous, celle à laquelle vous rêvez la nuit en secret, alors on va voir si vous allez sortir du secret, la meilleure affaire, c'est la victoire du PS qui mettrait le bazar à droite, ou bien est-ce que c'est la victoire de l'UMP qui rassemblerait la droite derrière son chef charismatique? D'abord, ce serait une défaite pour la France. Oui. Oui, non, mais d'accord. Non, mais je vous avais dit, supposons que. Alors, supposons que. Mais voilà. C'est vrai que la gauche ou la droite. Qu'est-ce que vous préférez? La gauche ou la droite d'affaires, d'abord en politique, ce sera la même chose. Oui, mais pour vous, c'est quoi le meilleur schéma pour vous, pour mais le FN? Ce que nous appelons de dans nos ces voeux, décombres. Ce que nous appelons de nos voeux, c'est une recomposition du paysage politique français qui passe par justement des mesures comme rendre le pouvoir au peuple par le référendum. Mais ça passera mieux avec la victoire de Hollande ou avec la victoire de Sarko? Par le rétablissement de la proportionnelle et par justement une réorientation de l'Europe. Monsieur Hollande ou Monsieur Sarkozy, c'est du pareil au même. Donc je ne peux pas vous dire que je souhaite l'un ou l'autre. Ce que je souhaite, c'est la recomposition politique. Mais je pense que, et pour la gauche et pour la droite, ils ne survivront pas en l'état après l'échéance présidentielle de 2012. 8h42, c'est l'heure du coup d'œil de Thomas Cluzel dans la presse du jour. Thomas? Oui, article à lire dans La Croix ce matin, article écrit donc par l'envoyé spécial du journal à Roubaix dans le Nord. Comme tous les mercredis, dit-il, ils sont une dizaine dans la petite aumônerie au rez-de-chaussée d'une maison située au chevet de l'église Saint-Martin de Roubaix. Les étudiants s'apprêtent à assister, après la messe, à une soirée sur la théorie du genre. Un marqueur à la main, Florian, séminariste de 25 ans, expose donc longuement les tenants et les aboutissants de cette théorie née au début des années 70 aux États-Unis pour contrecarrer les théories présentant comme naturelles des inégalités sociales. En résumé, disons que cette théorie distingue les aspects sociaux de l'identité sexuelle et de l'orientation sexuelle. En clair, l'identité sexuelle ne coïncidant pas forcément avec le sexe biologique d'un individu, le genre comporterait donc une part de construction culturelle. Or, cette théorie, donc, vous vous en souvenez sans doute, avait déclenché au début de l'été dernier une vive polémique lors de son introduction dans les manuels scolaires de certains lycéens. Durant près d'une heure et demie, donc, sur le tableau de la petite aumônerie, les termes homosexualité, sexe, genre, génétique, identité sexuelle se bousculent devant la majorité des étudiants venus ce soir et qui ne savent rien ou pas grand-chose de cette thèse. L'idée du thème de la soirée est venue des aumôniers. Les étudiants ont besoin de se former car ces débats ont des répercussions sur leur foi chrétienne. La plupart des étudiants ignorent tout de la théorie du genre alors qu'elle implique un grand nombre de raisonnements et de décisions dans le monde qui les entoure, puis notamment le père Grégory évoquant par là les débats réguliers sur la possible légalisation du mariage entre deux personnes homosexuelles. Et le journal donc de préciser également qu'à Angers, Bordeaux, Bayonne, des soirées comme celle de Roubaix ont eu lieu ces dernières semaines ou sont en cours de préparation. Également à Paris, au centre Saint-Guillaume, l'aumônerie de l'Institut d'études politiques. On songe également donc à proposer d'ici mi-avril un moment de réflexion autour de la théorie du genre. Commentaire à cette formation des aumôniers à la théorie du genre, Louis Alliot? Écoutez, je ne sais pas, moi. À Roubaix? C'est une formation pour les... Dans la Croix, hein. Pour les aumôniers ou pour des étudiants Je n'ai pas très bien saisi votre article. Ce sont les aumôniers qui, effectivement... Qui sont quoi, dans un institut catholique Qui forment les étudiants à la question du... Non, mais dans quel étudiant? Dans une université, dans un institut religieux, dans quoi il faut trouver la Croix, il faut lire...
Écoutez, je lirai, mais pour l'instant, si Bon. c'est de... Raphaël, Antoine, les aumôniers de la théorie du genre, ça vous inspire? Oui, enfin, si vous voulez, on peut parler de la théorie du genre. Je voudrais juste, comme le Oui. temps presse, je voudrais Nous juste sommes revenir quasiment sur au bout, un oui, tout oui. petit point. C'est encore une fois sur cette question des amalgames. Vous avez dit la droite et la gauche, ce sera exactement la même Ce chose. ne sera pas, c'est exactement. Monsieur, comment pouvez-vous dénoncer l'amalgame dans le discours, par exemple, de Brice Couturier tout à l'heure, tout en faisant vous-même l'amalgame intégral, c'est-à-dire en tenant l'UMP et le PS pour des copies conformes? Est-ce qu'il n'y a pas, là encore, une contradiction? Et puis, derrière cette contradiction, un mépris pour des militants socialistes ou des militants de droite, qui sincèrement, de bonne foi, en toute conscience et en étudiant les programmes, considèrent qu'ils ne votent pas pour la même personne quand ils votent pour François Hollande ou pour Nicolas Sarkozy. Je vais vous Comment dire- pouvez-vous dénoncer l'amalgame et en faire autant vous-même? S'ils ne s'aperçoivent pas qu'en votant Hollande, c'est la même politique que celle de Sarkozy, c'est qu'ils ont quelque chose dans les yeux qui les empêche de voir. Parce que c'est exactement la même politique. Nous À bon sommes, entendeur, hein, c'est nous les trois quarts sommes, du corps oui, électoral. oui, d'accord. c'est- Non, non, voilà. nous sommes dans le système et nous sommes des anti-systèmes. Il y a les tenants justement du mondialisme et les tenants des nations. Il y a deux projets qui s'affrontent. Nous sommes aujourd'hui pratiquement les seuls à défendre cette conception face aux autres, ce que l'on appelait d'ailleurs l'UMPS. Mais la meilleure preuve, vous me parlez des militants. C'est pas un amalgame, ça, Attendez, UMPS. attendez. L'acronyme Vous UMPS, me- c'est pas un Vous amalgame. me ça. parlez, cher monsieur, de l'amalgame et des militants socialistes. Et ils disent quoi, les militants socialistes, à qui on a demandé de voter à droite pour faire barrage au Front National dans les cantons, et aux militants de droite à qui on a demandé de Ils voter l'ont fait socialiste? de bon cœur et à Attends. 100%. Ah Jean-Marie bon Le Pen a fait le même score au premier ou au Je vous parle deuxième pas tour. de 2002, je vous parle au cantonal récemment. Voilà. Ça, c'est se payer la tête des gens. Concrètement, une question Très qui vite, m'intéresse. et ensuite, Si Emmanuel. Marine Le Pen devenait présidente de la République, est-ce qu'on aurait toujours le droit d'avorter en France? Je crois qu'elle a répondu à cette question. Non, pas très clairement Si. pour moi. J'ai pas très bien compris Elle en a fait. dit qu'elle ne remettrait pas en cause la loi Veil, si j'ai bien entendu. C'est ça qu'elle a dit. Qu'en Oui. pense, je sais pas, l'entourage Il de me Marine semble, Le hein. Pen Qu'en Non, mais pense, c'est pas une question d'entourage, c'est elle qui est candidate à la présidentielle. Elle vous a répondu. D'accord. Emmanuel Laurentin, dans 10 minutes à peu près, la fabrique de l'histoire du jour célébrera la naissance de... Célébrera, en tout cas, on va faire une émission d'histoire comme on en fait tous les jours dans la fabrique de l'histoire. Alors Et donc, on va raconter la naissance du Front National, parce qu'évidemment, vous l'avez dit, il y a 40 ans naissait le Front National, enfin c'est plutôt en octobre, c'est ça. Voilà, le Et 4 nous ou 6 octobre. avons 72. saisi cette occasion, nous faisons une semaine consacrée à la naissance des partis politiques, et donc, en l'occurrence, nous racontons la naissance de ce parti. On y évoquera ce que disait Brice Couturier, c'est-à-dire qui étaient ceux qui autour de Jean-Marie Le Pen, et peut-être à côté de Jean-Marie Le Pen, parce qu'il avait réussi, nous raconte ce documentaire, à prendre un pouvoir qu'il n'avait peut-être pas au tout départ. En tous les cas, lors de la naissance de ce Front National, voulu par des militants d'ordre nouveau, eh ben on va raconter toute cette histoire avec les témoignages de Jean-Marie Le Pen, de Roger Hollin, de Franck Timmermans, de Marie-Christine Arnautu, d'Alain Krivine et de Christophe Bourseillet. Alain Krivine, qui évidemment n'était pas membre du Front National à l'époque, mais plutôt tout contre en face. Et on va raconter justement ce qu'était cette promesse du baptême. Comment vous voyez cette relation au baptême d'un parti Mais je pense que quand Jean-Marie Le Pen a pris les manettes du Front National, ça a été la rupture avec ce que vous appelez, vous, l'extrême droite, hein, parce qu'ils ont pensé qu'ils allaient manipuler Jean-Marie Le Pen, mais il avait une autre carrure et une autre dimension que les gens qui pensaient le manipuler.